Bonjour, bienvenue sur cette toute première interview du blog Communication Animale. Je suis avec Laïla Delmonte. Bonjour Laïla. Bonjour. Si vous découvrez Laïla avec cette vidéo, je mets des liens dans la description d'autres vidéos qui vont commencer par le début, qui vont présenter un peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens. Mon souhait avec cette interview aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin ou un petit peu ailleurs, de ne pas forcément répéter tout ce qui s'est dit jusque-là. Donc voilà, je vous encourage à aller faire vos basiques sur les vidéos qui sont dans la description. Donc déjà, on va quand même revenir un petit peu sur le début, puisque tu as cette capacité à communiquer avec les animaux depuis que tu es toute jeune, mais tu n'as pas été dans un environnement social et familial qui était très favorable à ça, ou qui était très habitué à ce genre de choses, donc tu t'es sentie un peu seule, c'est ça, au début, quand tu t'es rendu compte que tout le monde ne pratiquait pas ça. Comment tu as découvert que finalement tout le monde était quand même capable de le faire? Oui. Alors, l'environnement, donc j'ai été élevée en Espagne, dans une île. Je suis américaine, je suis née aux États-Unis, à Los Angeles, et j'ai été élevée en France et en Espagne. Et donc une grosse partie de mon enfance est en Espagne, dans les Baléares, à Formentera, dans une île, et on était en contact avec des animaux. Et donc pour moi c'était normal, j'entendais des pensées, j'avais des images et je savais ce qui se passait pour eux. Je viens de famille littéraire, écrivain, et donc c'était pas naturel pour eux nécessairement. Ils n'étaient pas contre, ils avaient bien vu un peu comment j'étais, mais c'était accepté. Mais c'était pas naturel pour eux, c'est ça. Oui. Alors comment j'ai vu que d'autres personnes ne pouvaient le faire, c'est en l'enseignant en fait. D'accord. Oui, en l'enseignant. Donc tu t'es quand même dit avant de l'enseigner que quand même ces personnes-là pouvaient éventuellement recevoir cet enseignement. Oui, alors d'abord j'ai enseigné à mes enfants. Oui, d'accord. Pour commencer, ils ont eu des très bons résultats. Après j'ai enseigné à des amis à moi et je voyais que les gens avaient des résultats. Et ensuite, après on m'a appelé pour faire des enseignements. On m'a appelé à Colorado, aux États-Unis, dans un grand centre de chevaux. On m'a appelé à plusieurs endroits et puis ça fait boule de neige très rapidement. Ouais, d'accord. Ou boule de feu, je sais pas, ça dépend des pays. Donc cet enseignement, il a vraiment commencé par ton propre entourage à toi pour voir déjà ce que ça donnait avec une petite proportion de personnes. Oui. Ok. Tu fais aussi des connexions avec les animaux décédés, donc ça c'est quelque chose d'un peu différent. Oui. Est-ce que tout le monde peut le faire ou pas, ça aussi? Oui. Alors ça, personnellement, je pense pas. Je pense que ça c'est quelque chose qui est donné. Donc c'est pas pareil que les communications, c'est des capacités qu'on peut développer. Mais ça c'est plus dans le domaine un peu médiumnique, si j'ose utiliser le mot. Et ça c'est quelque chose qui m'a été donné. Donc quand j'étais petite, je voyais, j'entendais surtout en fait des choses avec des personnes parties. De l'autre côté, j'aimais pas ça et j'essayais d'échapper à ça le plus possible. Et puis ça s'est réveillé avec les animaux. J'ai commencé à voir des animaux morts autour des gens, dans des lieux. Je me retourne, je vois un animal et il est pas là, il est d'une autre dimension, quoi. Et donc ça a commencé comme ça, et puis j'ai commencé à avoir des messages. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait pour les animaux décédés. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est donné en fait. Est-ce que ça, pour le coup, tu as essayé quand même de l'enseigner à tes proches ou pas du tout? Non. Ça s'est pas amené à toi de la même façon? Non, parce que on voit un animal décédé, on le voit, mais il apparaît dans une dimension. C'est pas quelque chose que je pourrais enseigner. Ouais, d'accord. Okay. Oui. Une des difficultés, un des challenges de la communication animale, c'est faire la différence entre l'imagination, l'interprétation et la réalité du message. Donc ça, comment est-ce qu'on peut être sûr de bien faire cette différence-là? Oui, ça vient avec le temps. Donc ça, c'est juste une question de pratique, pas juste. Ça vient avec le temps et la pratique et la connaissance, la claire connaissance. D'accord. Donc ça finalement, quand on le sait, quand on a un vrai message, on sait que c'est le vrai message. C'est ça. Ça vient comme ça. Oui. Ok, d'accord. Tu dis dans les autres vidéos que tout ça demande un travail sur soi. Donc qu'est-ce que ça veut dire le travail sur soi pour affiner sa pratique de la communication animale? Oui. Alors le travail sur soi, déjà je pense que d'abord c'est une connaissance de soi, donc connaissance de mes émotions, de comment je suis, comment je me sens et quelles sont mes émotions à moi. Parce que c'est la seule façon de ne pas interpréter et de ne pas mettre des émotions à moi sur l'animal. Donc d'abord connaissance de soi et de qui on est, soi-même.
Et ensuite, il y a clairement un travail à faire de quiétude interne, de spirituelle, entre guillemets, de quiétude interne, parce que c'est vraiment la base de tout. Donc ça, c'est par la méditation, par exemple? Absolument. Il y a d'autres approches qui te semblent toutes les approches qui pourraient être amenées à ça, donc ça va être tout ce qui va être yoga ou taoïsme ou choses comme ça, méditation, il y a toutes sortes de méditations. Ok, d'accord, merci. Alors justement, pour éviter de faire ces erreurs d'interprétation, qu'est-ce qu'on ne peut pas recevoir d'un animal? Qu'est-ce que c'est impossible de recevoir comme type de message d'un animal, où quand on reçoit ça, on se dit forcément, bon, non, là je m'égare. Oui, alors moi je ne vais pas dire qu'est-ce qu'on ne peut pas recevoir, mais le type de messages qui sont des choses, par exemple l'animal dit qu'il veut une homéopathie 30CH, ou il veut que la personne vienne le soigner et qu'il a développé une tendinite pour que la personne le soigne, c'est absurde. Des choses comme ça, ou des choses s'il y a beaucoup d'informations de vie passée, ils ne vont pas commencer à communiquer une vie passée non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'absurde, il suffit d'utiliser son sens commun. La communication, c'est quelque chose de réel et qui est solide, c'est pas des choses allumées. C'est la vie de l'animal, ce qu'il expérimente dans sa vie, avec son gardien, ses congénères, son environnement, tout ce qui se passe pour lui. Donc quand il y a des choses qui sont complètement folles, c'est pas de la communication. Oui, puis il n'y a pas tout se passe au présent, j'imagine, il n'y a pas de planification Non, c'est au présent, oui, ça se passe au présent. Quelles sont du coup les erreurs les plus courantes qu'on a tendance à faire peut-être au début? Mais les erreurs, c'est les interprétations. Toutes les interprétations de toutes sortes, il y en a des milliers. Alors oui, c'est là, on ne va pas endosser une liste là, mais d'accord. Alors quand on débute, quel genre de choses on peut demander, ou sur quel genre de sujet on peut communiquer avec son animal en premier? Oui, alors il n'y a pas de choses à demander, parce qu'en fait il faut juste comprendre l'animal. Donc la communication, c'est comprendre l'animal, qu'est-ce qui se passe pour lui, quelle est sa vie, quelle est sa relation avec son gardien, qu'est-ce qui se passe pour lui. Donc au début, on ne demande pas justement. Oui, d'accord. On cherche juste à savoir la communication, c'est pour comprendre l'autre. D'accord. Je ne sais pas donc si on peut mettre un spoiler alerte sur cette question selon toi, ou pour les stagiaires, qu'est-ce qui surprend le plus quand on fait de la communication animale, ce à quoi on s'attend le moins et qui pourtant est bien là et bien réel? Alors je pense que pour les étudiants, si j'ai bien compris la question, les étudiants ils sont étonnés parce qu'ils reçoivent des choses qu'ils ne pensaient pas qu'ils pourraient recevoir. Ils ont des images, ils ont des mots, ils ont des informations que souvent, tout le temps, ça les prend vraiment par surprise. Ils s'y attendent pas du tout et ils sont très étonnés quand ils ont des choses comme ça et qui sont validables. On peut constater que la présence des animaux, elle nous aide souvent à mieux vivre ou à dépasser des souffrances, par exemple, enfin, que ce soit à la maison avec nos animaux à nous, ou dans les différentes formes de thérapie autour des animaux. Qu'est-ce qui se passe pour l'animal à ce moment-là, et est-ce que ce genre de choses peut avoir des conséquences sur lui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour lui quand il nous aide? Oui, quand on fait appel à lui pour éventuellement nous aider, ou qu'il constate, je sais pas, de la tristesse chez quelqu'un, et que ça soulage la personne d'être aux côtés de cet animal, qu'est-ce qui se passe en fait pour l'animal? Comment est-ce qu'éventuellement il ressent ça? Est-ce qu'il fait vraiment quelque chose? Oui, ça dépend des animaux. Il y a des animaux qui vont faire vraiment consciemment, et d'autres qui vont faire instinctivement, et d'autres qui vont faire inconsciemment. Donc il y en a qui vont absorber à un niveau inconscient, et d'autres qui vont vraiment faire quelque chose pour la personne. C'est très individuel. Mais de toute façon, les émotions des personnes sont quand même toujours perçues par les animaux, par les humains, d'accord. Par les animaux. Oui. Est-ce que du coup, quand tu parles d'absorber quelque chose, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'animal qui fait ça? Oui, ça peut avoir des conséquences, oui. Alors c'est complexe, le thème de la maladie. Je ne veux pas trop rentrer dans cette thématique, c'est assez complexe, mais c'est sûr que ça va les affecter, les émotions des humains, ça les affecte. Oui, d'accord. Alors c'est un truc qui peut paraître un petit peu bête. Moi, quand je vois un animal qui est peut-être un peu sauvage, je parle pas d'une biche, j'ai jamais croisé de biche, mais même un chat dans la rue qui a peur, j'ai envie de lui dire, mais t'inquiète, je suis gentille. Est-ce qu'on peut leur communiquer nos intentions bienveillantes pour les approcher, si c'est à propos, ou si en fait il faut juste pas essayer de les approcher dans ce genre de moment-là? Oui, alors on peut les rassurer. Oui.
Alors, on peut essayer. Ça va pas être très utile nécessairement, parce qu'ils sont dans le moment et par exemple dans la peur du moment, dans le moment de survie. Un animal sauvage, il va pas répondre à la communication de la même façon qu'un animal de compagnie. C'est quand même autre chose. Et ils sont pris dans ce moment. Donc c'est pareil que si quelqu'un un humain est en train de vivre une expérience de panique, parce qu'il est en train de survivre à quelque chose et que quelqu'un peut lui transmettre une intention, il va peut-être pas nécessairement... Oui, il n'y a pas vraiment de recul. Voilà. D'accord. Okay, Quand tu parles des animaux dits d'élevage, dits de consommation, tu dis qu'ils savent ce qui se joue pour eux. Donc comment ils perçoivent les humains qui participent à leur exploitation ? Ils sont pas en train de percevoir quelque chose sur l'humain ou d'analyser, parce qu'ils sont dans la peur. Ils sont dans la peur et dans l'angoisse, la peur, la détresse et la survie. Donc il n'y a pas d'analyse ou de perception sûre. Ils subissent, malheureusement. Et justement, alors là, c'est peut-être une question délicate. Est-ce que tu es en lien avec des éleveurs, éventuellement, dans ces exploitations animales? Est-ce que ton travail est connu? Parce que j'imagine que l'enjeu... Non, ils ne vont pas m'appeler. Hein. Non, c'est ça. Non. Ils ne risquent pas de m'appeler. Non. Mais par contre, j'ai travaillé avec des éleveurs de production de lait. Ça oui, mais quand c'était dans des bonnes conditions, sinon je refuse. C'est des bonnes conditions et c'était pour les aider. Bon, après c'est quand même de la production de lait avec tout ce qui s'ensuit. C'est délicat, hein, l'éthique de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi j'essaie toujours d'aider quand c'est pour le bien de l'animal, mais il y a des situations que j'ai refusées. Parce que c'était pour de l'exploitation, de la production. Et donc, comment ils peuvent augmenter une production? Donc, dans ces cas-là, j'ai dit non. J'imagine que oui, du coup, pour les enjeux que ça représente de ressentir les émotions de ces animaux-là, les éleveurs ne vont pas forcément faire la démarche. Non, c'était parce qu'ils voulaient une meilleure production. Donc, dans ces cas-là, j'ai dit non, ça, je ne peux pas faire. Ok. Alors, tu travailles avec tout un panel de professionnels du monde animal, que ce soit des vétérinaires, des écuries, etc. Par rapport au métier de comportementaliste, par exemple, est-ce que vous faites le même métier avec des méthodes différentes, ou est-ce que l'un peut répondre à l'autre, si oui, comment, dans un sens ou dans un autre? Oui, non, c'est pas du tout le même métier, ça n'a rien à voir en fait. Mais je pense que pour les comportementalistes, c'est bien d'apprendre la communication. J'en ai eu beaucoup dans mes séminaires. Je pense que pour eux, c'est bien parce que ça permet d'avoir une autre dimension en plus de compréhension. C'est pour ça que c'est ça qu'on est là. Demain. Et du coup, dans l'autre sens, est-ce que les comportementalistes font des choses que toi tu ne fais pas? Absolument. Oui, parce qu'ils travaillent directement avec l'animal. Donc la communication, c'est la compréhension de l'animal et la compréhension d'une problématique et de qu'est-ce qui se passe dans leur environnement, leurs congénères, le gardien. C'est tout l'ensemble. Oui, ce qui se passe avec les humains qui est autour, et puis toutes les problématiques des humains qui peuvent avoir des répercussions sur les animaux. Voilà, c'est la compréhension de la situation et de l'animal, de son essence et de sa situation, de sa personnalité, de qu'est-ce qu'il lui faut, qu'est-ce qu'il lui faut pas, qu'est-ce qui est bien pour lui, pas bien pour lui. On peut projeter ça dans des situations futures. Donc des fois, il y a des questions qu'on me pose pour des choses futures, par exemple des situations d'adoption, etc. Mais ça ne remplace en aucun cas le travail d'un comportementaliste, pas du tout. Non. Donc c'est bien de faire. C'est très bien absolument. D'accord. Alors, question pour les animaux sauvages, justement. On peut communiquer donc avec tous les animaux, alors que ce soit donc des chats, des chiens, mais aussi des lions, des biches, des moustiques. Quelles vont être la différence de type de message? Parce que les animaux qui vivent avec nous vont avoir un panel d'émotions qui est peut-être plus proche de celui des humains, et qui vont du coup nous faire parvenir certains types d'informations. Quelle est la différence à ce moment-là avec les animaux sauvages? Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme information de la part d'un animal sauvage? Oui, alors un animal sauvage, la différence, c'est que moi je pense personnellement qu'il faut les laisser tranquilles. Il faut pas, déjà on les embête assez, on les exploite, on prend leur domaine, on prend leur territoire, et c'est pas le même langage, c'est pas pareil. C'est faisable, j'ai beaucoup travaillé avec des animaux sauvages, mais c'est autre chose qu'un animal de compagnie, parce qu'ils ne sont pas liés à nous avec les émotions. Donc c'est des communications beaucoup plus courtes, beaucoup plus pures,
dans ce sens que c'est juste par rapport à leur situation. Ouais, d'accord. Okay. Mais j'ai beaucoup fait, mais c'est pas quelque chose que j'enseigne non plus parce que dans ma façon de voir, il faut les laisser tranquilles. Ouais. Et donc tu dis c'est pas quelque chose que tu enseignes, l'enseignement du coup ce serait quelque chose de différent pour fonctionner avec eux Oui, on les aborde pas de la même façon. Ouais, ok. Alors il y a les dauphins et les baleines que j'affectionne particulièrement qui ont une certaine popularité auprès des gens. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier justement dans ce qu'ils dégagent et puis dans le rapport qu'on peut avoir avec eux, qui fait que cette communication, elle peut être peut-être plus singulière qu'avec d'autres animaux sauvages. Oui, alors pour moi, tous les animaux sauvages, ils sont tous merveilleux, donc il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Mais je pense que oui, il y a une mystique qui s'est créée autour des baleines et des dauphins, dans le sens d'éléments spirituels. Mais par contre, souvent, on interprète et on met des messages telluriques qui sont pas réels. Parce que ça correspond à un phénomène de mode et de mystique qui existe. Alors je pense qu'il faut faire quand même très attention aux messages telluriques qui arrivent de tous les côtés. Donc les messages telluriques, c'est en gros l'esprit des baleines. Oui, c'est ça, avec des messages spirituels soi-disant, pour la planète, tout ça. D'accord. Faire attention. Ok. Donc tu es l'auteur de plusieurs livres. Quand on n'en a lu aucun, par lequel tu nous suggères de commencer pour découvrir ce que tu fais, ton état d'esprit Oui, alors je pense qu'il faut commencer à communiquer avec les animaux, c'est le premier, qui a été écrit en 2008 et qui parle de la communication animale. Oui. D'accord, ok. Oui. Et donc j'ai vu ta publication sur Facebook en avril 2017, donc tu allais sortir un autre ouvrage, donc Oracle des animaux sacrés, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ou c'est un peu tôt? C'est trop tôt. Et simplement, je veux juste dire que c'est pas un tarot et c'est pas des prédictions de futur ni rien de tout ça. Ok, d'accord. C'est tout ce que je vais dire. Mais non, pour je le vais reste, pas dire. Surprise. Ça va être surprise. Ok. Oui. Quel serait ton message le plus important à véhiculer auprès des gens qui veulent se mettre à la communication animale ou qui la pratiquent déjà? Pour toi, l'essentiel de ce truc-là, L'essentiel, c'est l'éthique. L'éthique, ouais. Oui, l'éthique et la profondeur. Alors, qu'est-ce que tu entends justement par éthique et par profondeur? Alors, éthique, ça veut dire respecter l'animal et ne pas interpréter. Parce que j'ai vu tellement d'interprétations qui mènent à des grosses erreurs et à des euthanasies, etc., à tort. Et les gens, au départ, ils sont tout contents parce qu'ils ont des résultats peut-être. Ils sont tout contents, ils s'emballent. Et après, sur le temps, ils se mettent à inventer des choses parce qu'il faut absolument avoir des résultats ou il faut absolument dire quelque chose à quelqu'un. Et ils commencent à interpréter ou à inventer. Ou alors ils inventent et ils ne se rendent pas compte qu'ils inventent. Donc ça, c'est ce qui rentrerait dans cette éthique pour moi. Ouais. Et l'éthique, ça a aussi inclus donner le temps à l'étude de cette communication animale. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de profond. Et pas se mettre à le faire au bout d'une semaine ou au bout d'un week-end. Ouais. C'est ça l'éthique. C'est faire quelque chose à fond et correctement. Donc c'est ça. La profondeur, c'est la même chose. C'est dans le sens d'approfondir quelque chose. C'est-à-dire personne ne devient musicien en un jour, même un footballeur n'est pas footballeur en un jour, personne n'écrivait en un jour. Donc c'est prendre le temps, le temps de pratiquer et de faire et d'approfondir et d'éliminer et de polir. Et les gens, ils n'aiment pas faire ça. Okay. Ils sont impatients. Oui, oui. Pour terminer donc sur une petite note de poésie, alors j'imagine que tu as beaucoup d'anecdotes super belles autour de la communication animale. Quelle serait pour toi, je sais pas, une de tes préférées, une petite histoire qui t'a particulièrement touchée? Je me rappelle jamais moi. Qui t'a marqué, la première chose là. Ouais. J'en fais tellement que je sais. C'est vraiment difficile à répondre parce que j'en fais beaucoup. La partie qui m'a le plus marquée, enfin une des choses qui m'a le plus marquée, c'est dans les domaines d'animaux malades, surtout. Parce que pour moi, la communication, c'est normal. On parle à un cheval, et il veut pas monter dans le van, et on lui explique pourquoi, on lui explique ce qui se passe, il monte dans le van. Donc ça peut peut-être marquer quelqu'un d'autre, mais moi ça marque pas parce que pour moi c'est normal. Mais je pense que les communications, le type de communication qui marque, je vais dire le type parce que j'en fais beaucoup et j'ai du mal à me rappeler, c'est ceux qui sont avant un décès. C'est ceux où l'animal, où on peut communiquer, on peut entendre, je veux attendre un petit peu, et on attend, et puis il y a par exemple c'était un chat et le mari revient au bout de 3 jours, et le chat meurt dans les bras du mari. Ouais.
Une autre que je raconte souvent, que c'est celle avec le fils qui est parti au service militaire. Et le chien qui dit, qui m'explique, enfin qui ne dit pas, mais que j'entends et dans la communication qu'il faut attendre un petit peu. Et il arrive et il meurt dans les bras du fils. Donc c'est ce type de communication, je pense que c'est celle qui marque le plus. D'accord. C'est celles qui sont liées au décès. C'est parce qu'il y a tellement d'amour, et il y a l'attente, et il y a la compassion. C'est celle-là. Et les autres communications, c'est celles qui sont liées à un animal malade, donc on comprend ce qui se passe. Voilà. Super, merci beaucoup Leïla de m'avoir accordé ce moment, cette interview. De rien. Merci à vous d'avoir suivi ce petit échange entre nous. Donc vous avez tous les liens dans la description qui renvoient vers d'autres interviews de Leïla. Vous avez aussi son site qui renvoie donc vers tes ouvrages, les dates des stages. Oui. Tu écris aussi des articles. Oui. Donc il y a plein de choses pour vous familiariser plus avec tout ça. Et puis voilà, à bientôt.